Troisième semaine de grève et le mouvement se durcit. Les barrages sont scellés au moins jusqu'à mercredi et de nouveaux ronds-points de blocage ont été mis en place. Seules les situations d'urgence permettent de les franchir sur justificatif, le point à suivre. Et une démarche annoncée hier soir par le collectif pour la Guyane décollée. Il a tenu un grand meeting place des Palmistes pour faire le point sur la mobilisation et rallier la population. Plusieurs centaines de personnes assistaient à cette grande messe. Enfin, elles sont près de 250 à circuler chaque jour sur les routes de Guyane où elles passent plus de 50% de leur temps de travail. Les infirmières libérales ne connaissent pas de repos, même en temps de crise. Jacqueline Jean-Baptiste nous a raconté son quotidien. Mesdames et messieurs, bonsoir. La Guyane a donc entamé sa troisième semaine de grève générale. Une nouvelle étape marquée par un renforcement des barrages au rond-point et l'apparition de nouveaux blocages depuis tôt ce matin. Une situation qui devrait se poursuivre sans relâche au moins jusqu'à mercredi, selon le collectif pour la Guyane décollée. Là encore, seules les situations d'urgence vous permettront de traverser ces frontières. Pour le reste, il faudra toujours s'armer de patience. Jonathan Lariot. Au rond-point de la crique Fouillée ce matin, personne ne passe, ou presque. Il est possible de passer à pied ou en deux roues. Les quelques rares voitures qui passent sont des personnels de santé. Mais pour une grande partie de la population, c'est en piéton qu'ils traversent les barrages, présents sur leur chemin. J'ai dû laisser ma voiture, traverser 1, 2, 3 ronds-points, donc bon voilà, mais il faut supporter. Tous les jours c'est le même problème et en plus je fais beaucoup de trajets pour pas beaucoup d'heures de travail puisque on ne reçoit plus de courrier, on est coincé en fait. Depuis minuit, les consignes sont strictes sur tous les barrages. Uniquement les infirmières, les pompiers, les gendarmes, personne d'autre. De toute façon là-bas c'est filtré. C'est vitré là-bas, il laisse les gens là-bas passer, uniquement qui descend ici. Certains ont pourtant pensé à quelques petites stratégies pour pouvoir malgré tout profiter de leur voiture, comme cette dame qui a laissé sa voiture la veille de l'autre côté des barrages. Alors, le système D, comme j'ai entendu que en fait, c'était ouvert de 7h jusqu'à minuit, alors j'en ai profité vers 21h, ramener ma voiture de l'autre côté pour pouvoir avoir accès ce matin pour aller travailler. Là j'y vais, là justement, je vais travailler, je vais essayer de voir si je vais passer, parce qu'il y a un deuxième barrage là-bas. C'est le système D, on n'a pas le choix, hein. Moi j'habite jusqu'au fond de l'arrivo et je le prends bien. Après 3 semaines de mobilisation, les collectifs ont annoncé hier à la population que les barrages seraient plus rigoureux, et ce malgré une demande faite par le président de la République de cesser les blocages. Le blocage des prochains jours devrait être très dur pour les Guyanais car les principaux axes de circulation sont fermés, empêchant l'accès aux différents centres commerciaux. Pendant ces 3 jours, il sera donc très difficile de se ravitailler. 900 personnes ont investi la place des Palmistes hier soir à l'invitation du collectif pour la Guyane décollée, chiffre de la préfecture. Un grand rassemblement pour faire le point sur les revendications des différents secteurs, préciser la suite à donner au mouvement, mais surtout remobiliser les troupes. Frédéric Mazy. Nougon Kessa, une phrase devenue symbole du mouvement et qui semble toujours d'actualité. Hier soir, des milliers de Guyanais ont répondu présents au rendez-vous lancé par les collectifs. Le discours qu'ils tiennent est tout à fait cohérent. Il remotive les troupes parce qu'il y a beaucoup de divisions qui se passent en ce moment. Il faut encore s'exprimer parce qu'il est nécessaire absolument que nous puissions avoir satisfaction par rapport aux revendications qui ont été faites dès le départ. Il faut rester mobilisé et surtout déterminé parce que c'est l'avenir de la Guyane. Les leaders des collectifs s'enchaînent sur scène, mais la vedette de la soirée, c'est lui. Michael Mancé. J'ai promis de faire tout ce que je peux pour qu'on vive mieux ici, donc je ferai tout ce que je peux pour que chacun d'entre vous vive mieux ici. Après près de 3 semaines de conflit, une partie de la population jette l'éponge. Objectif ce soir, remotiver les troupes. Un mot d'ordre, déterminé. Le combat continue, on n'annonce pas avec ce serait long. Il faut juste que les gens le comprennent aussi. Comme je leur ai dit, il faut qu'on soit mobilisés dans nos têtes et dans nos cœurs. Tout ce qu'on demande, on le mérite. Donc, on finira par l'obtenir. Ça prendra peut-être un peu de temps, mais on l'aura. La lassitude de certains s'exprime. Un groupe Facebook pour la levée des barrages a été créé ce week-end. Il comptabilise ce soir près de 3000 membres. Une levée de bouclier contre un mouvement qui s'éternise aux yeux de certains. Ce n'est pas facile pour tout le monde, mais pour nous, la cause elle est juste. Et aujourd'hui, avec tout ce peuple qui est là, est-ce qu'on a le droit d'arrêter comme ça? Je ne pense pas, non. Le rassemblement de ce soir a déplacé les foules, mais il faut le reconnaître, on est loin de l'affluence de la marche de Kourou ou encore de celle du 28 mars.
Guyane, Mozart, nous, qui La ministre des Outre-mer s'est exprimée hier soir. Erika Barrette a rappelé les engagements de l'État et son impossibilité d'acter 2 milliards d'euros supplémentaires pour la Guyane. Une nouvelle enveloppe a toutefois été insérée dans le plan d'urgence, mais en ce qui concerne la demande du collectif, l'État ne démord pas. Écoutez. L'ampleur de ce mouvement a traduit vos préoccupations légitimes pour votre avenir et pour celui de vos enfants. Dès le début, le gouvernement a pris les revendications exprimées avec toute la considération qui s'imposait et a traité la situation avec le plus grand sérieux. Un plan d'urgence qui engage l'État à hauteur de plus d'1 milliard d'euros a été bâti grâce à la mobilisation jour et nuit des services de l'État à Paris comme à Cayenne. Le collectif a cependant fait savoir qu'il jugeait ces réponses insuffisantes pour permettre le rattrapage des retards enregistrés par la Guyane. Il a donc communiqué au Premier ministre par courrier du 4 avril un ensemble de demandes supplémentaires dont le montant dépasse les 2 milliards d'euros. Ces propositions sont ambitieuses. Chacun peut comprendre qu'elles méritent un examen approfondi. Elles doivent faire l'objet d'expertises techniques et financières poussées qui ne peuvent être menées en quelques jours. Ce serait manquer de respect aux Guyanais que de valider ces propositions sans qu'elles ne soient étudiées avec la plus grande attention. Je demande donc à ceux dont la mobilisation a permis d'obtenir beaucoup pour la Guyane, de permettre désormais à tous de reprendre leur activité en levant les derniers barrages et à se mettre au travail autour de l'État et des collectivités pour construire ensemble l'avenir de la Guyane dans la sérénité. Et ce plan d'urgence adopté en Conseil des ministres mercredi dernier est insuffisant pour répondre aux besoins de la Guyane. C'est en substance le propos de nos 4 parlementaires dans un courrier adressé samedi au président de la République. Dans sa réponse, François Hollande se dit prêt à les accueillir pour une réunion de travail à Paris, tout en appelant à lever les barrages, mais il ne fait aucune annonce. Un statu quo qui a poussé 2 d'entre eux déjà à décliner l'invitation. C'est le cas du sénateur Antoine Karam. Il s'est expliqué au micro de Kerwin Alcide et Charlotte Fleury. Je prends acte de la lettre du président de la République. Nous lui avions adressé il y a 2 jours une ultime lettre pour lui faire part de la gravité de la situation et de la dégradation de cette situation. Je n'ai pas eu le sentiment que le président de la République ait vraiment perçu ce qui se passe. Et il fait une différence entre le plan d'urgence et le plan de convergence. Sauf que le plan de convergence, sur 5-10 ans, dans le cadre de la loi égalité réelle, nous ramène à des calendes grecques puisque c'est un plan à moyen terme. Or, il y a urgence. Le pays est en grande difficulté, est bloqué maintenant depuis bientôt 3 semaines. Il nous invite à venir à Paris. Aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux et d'Internet, on n'a pas besoin de venir à Paris. On veut des réponses claires, concrètes, précises. J'ai eu une concertation avec mes autres collègues parlementaires. Vu la situation, je ne vois pas l'intérêt qu'il y a de se rendre à Paris. Je pense qu'une déclaration solennelle du président de la République aurait été de nature à rassurer la population guyanaise, c'est ce qu'elle demande. Les parlementaires que nous sommes, les élus de la Guyane, ont tout le temps fait remonter, soit en séance publique, soit par des courriers, au Sénat, à l'Assemblée nationale, le président de la collectivité territoriale. Ils connaissent la situation en Guyane. Il faut le reconnaître. Moi, je suis objectif. Notre parole n'est pas prise en considération, alors la rue a pris le relais. Et à chaque fois qu'il y a eu des avancées en Guyane, c'est parce que la rue a toujours pris le relais, s'est toujours manifestée. C'est bien regrettable. Nous aurions préféré que dans une démocratie représentative, les élus soient un peu mieux écoutés. Moi, je suis dans la rue aussi. Je suis en accord avec ce qui se passe parce que c'est le meilleur moyen de nous faire entendre. C'est regrettable. Je suis un adepte de la démocratie représentative, mais aujourd'hui, il faut reconnaître que la démocratie directe a pris le dessus. De son côté, le président de la CTG recevait hier un courrier du Premier ministre, une lettre qui confirme et détaille le plan d'urgence d'1,86 milliard d'euros. Rodolphe Alexandre l'a présenté aux médias cet après-midi et exprimé leur souhait commun d'une reprise de l'activité économique du territoire. On l'écoute au micro d'Ayodele Germa. Ce courrier, je le résume. Il dit oui à la proposition de 50 millions pour le RSA sur 3 ans. Ça signifie que des 68 millions
que l'on devait payer en 2017, nous ne paierons que 18 millions. Ce courrier confirme les 9 millions qui nous avaient été kidnappés, pratiquement volés dans le cadre de la loi EROM. Ils nous sont reversés. Par contre, avec le prochain gouvernement, et nous ne lâcherons pas prise, nous allons exiger les 27 millions pour 2019, 2020 et les années suivantes. Ensuite, dans ce courrier, il est dit également que 250 millions nous sont ventilés pour la construction de lycées et de collèges, soit 50 millions par an, ce qui signifie qu'au-delà du lycée de Saint-Laurent, dont les travaux vont démarrer prochainement, nous aurons le choix par année entre deux collèges ou un lycée, en sachant qu'un lycée au minima, c'est entre 50 et 60 millions. Enfin, dans ce courrier, il est précisé donc que le budget sera totalement équilibré et qu'en l'occurrence, il pourra enclencher le programme pluriannuel que nous avions donc demandé par le fait que les 53 millions qui avaient été optés pour une mobilisation sur un emprunt sont donc versés par une dotation. Donc je ne peux pas aujourd'hui, par honnêteté, nier que le mouvement populaire que la Guyane a connu a donné de la force aux élus de la CTG. Je m'adresse solennellement aux membres du collectif pour leur demander la tenue la plus rapide possible d'une réunion afin que nous partagions, que nous discutions sur les modalités de la poursuite du conflit en ce moment. Je leur demande véritablement aujourd'hui de faire confiance aux élus, comme nous leur avons fait confiance. Nous avons été avec eux. Nous avons accepté qu'ils entament eux-mêmes en premier lieu les rencontres avec les ministres. Aujourd'hui, il faut que la Guyane retrouve ses enfants unis pour que véritablement, en France, on comprenne que le retard est là, mais qu'aujourd'hui, nous ne pourrons pas nous battre nous-mêmes. En ce sens, je demande que de nouvelles modalités de mobilisation soient donc établies. Je vous le disais en titre, elles sont près de 250 à circuler chaque jour sur les routes de Guyane où elles passent plus de la moitié de leur temps de travail. Les infirmières libérales ne connaissent pas de repos, même en temps de crise. Prioritaire sur les barrages, le mouvement social impacte peu leur activité. Ayodele Germa a suivi l'une d'elles dans sa tournée quotidienne. Reportage. Ça durcit parce que justement on a eu quelqu'un qui avait fait une copie. Ah d'accord. Donc là c'est un peu de oui, bah, donc vaut mieux la laisser dehors, comme ça dès qu'on vous la demande, vous la montrez, il n'y aura pas de souci. Aujourd'hui, pour passer le barrage du rond-point d'Adélaïde-Tablon, Jacqueline devra montrer sa carte professionnelle en plus du badge de l'Ordre national des infirmiers affiché sur son pare-brise. À chaque passage, on voit bien que c'est organisé puisqu'ils ont des directives. Et ils les respectent, hein. Il suffit de présenter la carte, d'être assez courtois, de discuter un peu avec eux, leur dire au moins bonjour, si ça va et tout, c'est le minimum. Donc ça se passe très bien, j'ai l'occasion de discuter avec certaines. Non, je n'ai aucun souci pour l'instant. Jacqueline est infirmière libérale. Tous les jours, elle rend visite à ses patients pour des soins liés à des affections de longue durée, de l'aide à la toilette ou même récupérer leurs médicaments à la pharmacie. Avec sa douzaine de patients, elle passe plus de la moitié de son temps de travail dans sa voiture, son bureau mobile. Se réveiller tôt et dormir tard, ça fait partie du quotidien, je pense, de la plupart des infirmières. Et puis avoir quelque chose, une collation dans sa voiture, ou si on n'a pas le temps, on récupère chez maman. N'est-ce pas maman? Avec le mouvement social, la route est à elle. Plus d'embouteillage, elle peut se rendre plus rapidement chez ses patients. Seul désagrément, les retards de paiement de ses consultations. Les agents de la sécurité sociale en chômage technique, seuls les paiements par carte vitale lui sont réglés dans les 72 heures. Pour ceux en liquide, elle devra attendre la fin de la grève. Je dirais que bon, je ne vais pas trop me plaindre, hein. La situation elle est là, je ne suis pas la seule à avoir des difficultés, donc je n'ai pas à me plaindre. Je respecte un peu ceux qui sont en plus grande difficulté, donc je fais avec. Hein. Car pour Jacqueline, ces blocages sont un mal nécessaire pour permettre aux Guyanais de se rendre compte de la portée de leurs choix politiques. Ça fait des années que le pays est dans cette situation, mais on ne veut pas comprendre que la base, c'est la politique. Et comme j'aime à dire, c'est nous qui devons faire le choix. Et donc, les élus qui sont en place,
c'est nous qui les avons mis. Donc nous sommes responsables aussi de ce qui se passe dans le pays. Il faut qu'on apprenne à faire notre autocritique de nos choix passés et à venir. Les transporteurs ont levé leur blocage il y a une semaine, mais le port de Degradé-Cannes reste paralysé. Oui, car les différents points de blocage empêchent la circulation des camions. Ainsi, plus de 7 navires ont été déroutés depuis le début du mouvement vers d'autres ports de la Caraïbe. Mais 30% des marchandises de ces quelques 1200 conteneurs sont frigorifiques, ce qui rend la tâche compliquée pour ceux qui les accueillent. Les précisions du président du Grand Port Maritime, interrogé par Natacha Maltaverne. Dans les ports de Paramaribo et voire de Porto Spain, il y a, je crois, des difficultés à maintenir le froid sur ces frigos. Donc, je crois que les armements envisagent de rapatrier les containers frigos sur les Antilles de façon à maintenir l'alimentation électrique qui permet de garantir le froid pour les marchandises concernées. Et au-delà de ces 1200 containers donc, qui n'ont pas pu toucher la Guyane, vous en avez 350 aujourd'hui qui sont sur le terminal, dont une cinquantaine de conteneurs frigos. Il y a une dizaine de jours, on a sorti un container de matériel médical qui était attendu par le centre hospitalier de Cayenne. Et fin de semaine dernière, on a sorti une petite quinzaine de containers d'aliments pour bétail sur réquisition. Je crois que ça posait d'énormes difficultés pour les exploitations agricoles, pour la survie de leurs animaux. On peut dire qu'aujourd'hui, si le mouvement s'arrêtait, on peut aisément sortir en 2 jours ou 3 jours les 350 containers qui sont sur le terre-plein, donc qui permettront déjà de réalimenter, je dirais, l'économie locale. Ensuite, les 1200 autres, faut prévoir de les rapatrier jusqu'à Degradé-Cannes. Au fur et à mesure, je pense, c'est l'option que prendront les armateurs, au fur et à mesure des escales qui vont de nouveau toucher le port. Et je ne pense pas que ça puisse être résorbé en moins de 3, 4, voire 5 semaines. Nugon-Kessa, le cri de ralliement, symbole de la crise sociale guyanaise, a résonné dans les rues de Paris samedi lors d'une nouvelle manifestation de soutien au mouvement social. Près de 500 personnes ont défilé aux abords du ministère de l'Outre-mer pour envoyer au gouvernement un signe fort de solidarité avec cette mobilisation massive à 8000 km de là. Écoutez plutôt les réactions recueillies sur place par Éric Dupuis. Le but de cette manifestation aujourd'hui, c'est de donner la force pour porter la voix de ce qui se passe en Guyane. Vous avez vu hier encore le mépris du préfet qui refuse de recevoir un collectif avec toutes les difficultés qu'on connaît aujourd'hui, avec une manifestation qui malheureusement pour nous s'installe dans la durée. Voilà. Donc aujourd'hui c'est de rendre visible, je veux dire, ce cri, le cri d'une population qui demande tout simplement des moyens pour mieux vivre et vivre ensemble, eu égard à la diversité de la population de la Guyane. On veut que le gouvernement nous entende, on lève le poing, nous sommes un peuple pacifique, donc enlevons le poing, ça veut tout dire, ça veut dire force, courage, détermination, et comme on dit, nous sommes déterminés, c'est le mot qui revient, déterminé. Je suis déterminée et fière d'être guyanaise. On est en relation avec les collectifs là-bas, dès lors que les collectifs nous donneront le feu vert pour pouvoir faire une action, on l'amène ici directement. Alors la première fois on était dans une salle enfermée, samedi dernier on était sur la place Vaughan sur place et aujourd'hui on marche dans les rues de Paris. On ne sait pas quelle va être la 4e étape, mais plus ça va, plus on est ferme et plus on est déterminé. C'est comme ça qu'on le prouve et on est avec nos frères là-bas et tous ceux qui estiment que la cause est juste pour un peuple qui jusqu'ici n'a pas été considéré à juste titre dans la République. Dans le reste de l'actualité, la campagne électorale pour la présidentielle a démarré officiellement aujourd'hui et le candidat d'En Marche tenait samedi un meeting avec des associations ultramarines de l'Hexagone. L'occasion pour Emmanuel Macron de réaffirmer ses engagements pour les territoires d'outre-mer et en particulier pour la Guyane qu'il a évoqué à plusieurs reprises. Mais que propose-t-il réellement pour ces territoires? Éclairage de Solène Boissé. À ce stade des présidentielles, l'électorat ultramarin est important et il l'a bien compris. Dans la salle de plus de 300 personnes, ce sont des représentants d'associations ultramarines, mais aussi des étudiants. Dès le début de son discours d'à peine 15 minutes, il a mis en cause l'inefficacité du gouvernement à agir pour la Guyane. Ce que je m'engage à faire, c'est d'avoir dès après l'élection une approche qui est enfin à la hauteur des problèmes. En Guyane, la réponse qui devra être apportée, et je vais y revenir, elle sera beaucoup plus difficile à apporter, beaucoup plus coûteuse que si on l'avait fait il y a 3 ans dans un contexte apaisé.
Les 30 minutes restantes étaient consacrées aux questions de l'Assemblée, un geste jugé plutôt audacieux à seulement 2 semaines du premier tour. C'était courageux parce que lorsqu'il s'est proposé de prendre quelques questions pour y répondre, et il a répondu du tac au tac, j'ai beaucoup apprécié. Dans tous ses engagements, sa mesure phare, l'éducation et l'emploi pour les jeunes des quartiers sensibles. La clé, c'est aussi de développer, et cela dès la fin de l'année 2017, des emplois francs pour tous les habitants venant des quartiers politiques de la ville. Et donc pour avoir des embauches plus faciles, il y aura pour tout CDI 15 000 € pendant 3 ans de baisse de charges pour accompagner ces emplois, ce redémarrage. Lutte contre l'illettrisme, sécurité avec plus de gendarmes et un investissement économique plus important. Ces mesures semblent avoir conquis ses invités, avec quelques réserves. J'ai été plutôt satisfaite des réponses qui ont été apportées. Il s'est très bien exprimé, il a été très succinct, mais c'était bien. Mais après, vous savez, les belles paroles, c'est toujours de belles paroles. Hein. Est-ce qu'il faut attendre à voir quoi? S'il est élu, le candidat a promis de mettre en place des assises outre-mer sous la tutelle du Premier ministre pour pouvoir gérer les problématiques propres à chaque territoire. En tout cas, le temps des gaffes sur l'outre-mer semble bien loin derrière lui. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les principaux titres développés ce soir. 3e semaine de grève générale et le mouvement se durcit. Les barrages sont scellés au moins jusqu'à mercredi et de nouveaux points de blocage ont fait leur apparition. Seules les situations d'urgence permettent de les franchir. Une démarche annoncée d'ailleurs hier soir par le collectif Pour la Guyane décollé. Il a tenu un grand meeting place des Palmistes pour faire le point sur la mobilisation et rallier la population. Plusieurs centaines de personnes assistaient à cette grande messe. Enfin, elles sont près de 250 à circuler chaque jour sur nos routes où elles passent plus de 50% de leur temps de travail. Les infirmières libérales ne connaissent pas de repos, même en temps de crise. Nous sommes partis à la rencontre de l'une d'elles. Merci d'avoir été avec nous et ne manquez pas, juste après ce journal, le 20h de TF1. Ce sera suivi de votre météo. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain.